Un peu Gainsbourg, un peu Gainsbar, un peu Bachung, un peu Dao. Il préfère le rock au disco, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Vous rêvez de devenir propriétaire, ça tombe bien. Proprio à tout prix va vous faire découvrir aujourd'hui encore plein de biens exclusifs. Avec en plateau, Grégory Jarmin de Laval, Christophe Al-Youssef de Sèvres, Julien Raffin de Nîmes. Et pour ce festival d'exclusivité, votre proprio des lieux, Bruno Wetzmann. Air trompette, c'est pas terrible, hein, on est d'accord ? Clair. Il y avait l'envie, Il y avait. Bon, les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes dans Proprio à tout prix, c'est mardi et on a aujourd'hui une grande chance parce qu'il y a 3 experts de renom qui sont avec nous. Julien, Christophe et Grégory, vous représentez fièrement chacun une région. Grégory ? La Mayenne, toujours. La Mayenne, en quad, hein, on est d'accord. En quad, ouais, je suis pas venu en quad ce matin. T'es pas venu en quad. Bon, vous le connaissez, Christophe, qui représente dignement le 92, Sèvres en particulier. d'or. Voilà. Tout va bien ? Très bien, merci. Bon, et Julien, encore là ? Toujours là, le 30, toujours, les gars. Le 30, le Gard, déjà là hier. Aujourd'hui, tu prends l'abonnement, toi. Ouais, on est pas d'accord. mal, ouais, c'est bien. Bon, les amis, vous le savez, nous voulons dans cette émission vous proposer des exclusivités, les meilleures affaires de France, mais également vous donner des bons tuyaux. Il y a un sujet qui nous a interpellés dans cette émission, c'est effectivement que depuis le confinement, il y a des nouveaux métiers qui ont émergé, vous le savez, et de plus en plus d'auto-entrepreneurs, de jeunes start-upers utilisent leur logement comme lieu de travail. Et ça pose un certain nombre de sujets et un certain nombre de règles à connaître. Et on a été, les amis, je vous le dis, dans la rue. C'est une petite habitude qu'on a pris maintenant pour savoir ce que les gens en pensaient et s'ils avaient eux-mêmes expérimenté le sujet. Honnêtement, ça dépend. Il y a un certain confort, mais je préfère être au bureau, je suis plus focus, plus concentré. 2 fois par semaine. Un jour par semaine, mais j'ai le droit à 2. J'adore le télétravail parce que ça nous permet forcément de, je devrais pas dire ça, mais dormir un peu plus longtemps. Et c'est plus confortable, moins de bruit. Je travaille sur une chaise et une table. Ma chambre. Après, j'ai pas besoin de plus qu'un PC. Donc, Mais j'en ai fait et j'avais pas de pièce dédiée. Non, c'était une des pièces de la maison que je choisissais en fonction de mon humeur. Mon salon, ma salle à manger. Un bureau, ouais, c'est vrai que ce serait dans les meilleures conditions. Oh là là, moi je suis formateur, vous savez, je forme pour les concours, donc quand je travaille c'est en visio. D'accord. Et donc il n'y a pas de limité particulièrement. Ben moi je suis indépendante, donc je sais que je peux louer mon espace perso pour mon activité professionnelle, mais voilà. Ah bah, la jeune fille, elle a tout compris. Hein. Ouais. Là, c'est je peux dormir plus longtemps si je travaille de chez moi. C'est un vrai sujet. Hein. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un désavantage, ouais, c'est un désavantage. Bon, alors, Julien, c'est toi qui t'y colle, peut-être pour émerger et commencer ce débat. Quels sont les avantages, les règles, les contraintes que l'on peut avoir si on crée son activité professionnelle chez soi? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir? Ouais, alors il y a 2 choses déjà à différencier. Le fait de domicilier son entreprise, d'avoir vraiment la domiciliation, c'est le fait d'avoir l'identité juridique sur place, ou le fait d'exercer chez soi. C'est 2 choses différentes. Ouais, ouais. Là, on parle d'implanter son entreprise, je dirais, de traditionnelle SARL, SAS ou auto-entrepreneur, de faire son activité à partir de chez soi. Exactement. Donc là, c'est totalement possible, mais moyennant certaines choses. Ouais. Déjà, il faut pas... le bail peut l'interdire. Ah, d'accord. Et il peut y avoir aussi un règlement de copropriété qui interdit la chose. D'accord. En fonction de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir le fait de travailler chez soi et le fait de recevoir de la clientèle chez soi. Des choses différentes. D'accord. Parce que ça va causer des nuisances, ça peut être des nuisances olfactives, sur de la restauration par exemple, ça peut être des nuisances sonores. Olfactives. Ouais. Par exemple? Par exemple, tu fais de la restauration. Ouais. Le truc classique qui est interdit, c'est ça peut être même de la restauration où il va y avoir de l'huile à frire, parce que ça va créer des... Ah oui, donc des de faire un resto chez toi, quasiment. Ouais, alors là, c'est pas... Mais en tout cas, ça, c'est très, très fréquemment interdit dans les copros. D'accord. Pour repartir sur le fait de travailler chez soi, les avantages, alors... On peut dormir plus, mais on peut surtout avoir plus de temps et cadrer sa vie pro par rapport à sa vie perso. D'accord. Donc ça donne une latence et une liberté à la personne qui va travailler. De plus, travailler de matin. Oui, je suis d'accord, ça donne une certaine liberté, mais ça donne aussi un rapprochement un peu dangereux du cercle familial avec le cercle professionnel. Est-ce que ça crée pas des divorces, tout ça, là? Alors, tout crée des divorces aujourd'hui, mais la règle de base... La règle de base aujourd'hui, c'est quand tu travailles chez toi, quand vous travaillez chez vous, d'avoir un bureau ou une zone qui est dédiée.
Et c'est-à-dire, il y a des règles, il peut y avoir même des systèmes très faciles. Feu rouge, feu vert, c'est-à-dire je suis dans mon bureau, tu rentres pas, je travaille. C'est ça. Et la Il faut difficulté, fixer des règles. il faut fixer des règles à sa femme, à son mari, à ses enfants, de dire quand papa il est dans le bureau, il travaille. C'est comme C'est s'il était ça. en entreprise. C'est ça, Donc il y a exactement. un gros avantage, mais il faut de la discipline. Oui, une une énorme vraie discipline. On vous le demande ça, Grégory, souvent quand vous achetez, enfin quand vous vendez un bien, des acheteurs qui veulent avoir un bureau. Un petit peu plus ou un espace travail. Alors, c'est vrai que chez nous en Mayenne, on est un petit peu moins embêté par rapport à l'espace, le temps travail maison, parce que tout est très proche. Travail Mais maison, téléphone maison aussi. Exactement. Ouais. Nous, on est à proximité de tout. 15 km, c'est 15 minutes. Donc, effectivement, on a moins de problèmes de télétravail. Mais ils aiment bien avoir leur espace. Et c'est vrai qu'effectivement, le mercredi, c'est souvent quelque chose qui est demandé. Hein, je parle structurellement. Pour travailler de chez soi, effectivement, et allier vie de famille et vie professionnelle. Bon, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je travaille de chez moi. La porte que vous voyez là-bas, c'est ma chambre. Hein, donc, il n'y a pas de problème. On ne peut pas être en retard. Il y a autre chose aussi, Bruno, qui est important, c'est qu'on a la possibilité de déduire des charges. Ah, voilà, C'est-à-dire alors qu'à ça, c'est partir, intéressant. on va prendre quelque chose de très simple. Quelqu'un qui a une maison de 100 mètres carrés, il va louer 20 mètres carrés pour son activité. Il va pouvoir déduire grosso modo 20% de la partie électricité, de la partie eau. Voilà. C'est vraiment un prorata qui va être très basique. De la même manière, si cette personne a un loyer... Attends, là, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, je loue ou je suis propriétaire de mon appartement, je peux déterminer 20% de la valeur locative pour les passer en charge sur la société. Alors, deux choses. C'est ça? Que tu sois en location ou propriétaire, effectivement, la partie électricité, eau, les charges courantes, oui. Oui. Quand tu es... Internet aussi? Internet aussi. D'accord. C'est du prorata. Par contre, la différence, c'est quand tu es locataire, tu vas pouvoir déduire, si tu payes un loyer de 1 000 €, admettons, dans ce cas-là, 200 €. Ouais. Si tu es propriétaire, il faut juste faire un loyer qui est cohérent C'est par ça. rapport en fait, au marché. Ouais. Ok. Bah, avec mais les attention, problèmes une des- petite Ça crée précision. du revenu foncier, du coup. Ouais. Ouais, Voilà. Et au niveau de la vente, il y a une partie qui peut passer en plus-value parce que c'est pas une résidence principale, il y a une partie qui a été mise bureau. Et donc là, on peut avoir une taxe sur Ah, là, la tu la m'as vente de la perdu, maison. Grégory. Je suis Ouais, Vas-y, et en refais-le-moi. fait, sur la partie maison, ça reste une maison résidence principale, on est exonéré de plus-value. Si demain, on vient y faire son activité et qu'on met un loyer sur une partie, il va considérer que ce n'est pas une résidence principale, mais un lieu de bureau, donc une résidence secondaire. Et en cas de vente, on peut avoir oui, une taxation sur une partie en fonction du prorata utilisé sur la maison en bureau. Ah ouais, Donc bah, bien c'est pour faire ça qu'on attention aime ces aussi, on séquences. ne peut On pas apprend gagner des choses, toujours. là, hein. On C'est peut excellent. pas gagner toujours partout. Et les loyers sont forcément imposables aussi, parce que En c'est du plus. revenu foncier de toute façon. D'accord. Donc bien réfléchir. Donc c'est un bon plan en instantané, mais attention quand même aux aspects fiscaux, aux aspects revente. Oui, voilà. En fait, c'est quelque chose qui est intéressant pour des gens qui se lancent dans une nouvelle activité, qui ont juste besoin de domicilier, qui ne vont pas forcément prendre un local. C'est une des solutions les plus intéressantes. L'autre solution étant de prendre une adresse de domiciliation pour pouvoir avoir simplement un siège social à un certain endroit. Voilà, ça évite justement toutes les De difficultés mélanger. Justement, qu'est-ce qu'on peut les risquer en cas de difficulté de la société quand on a son siège social chez soi? Est-ce qu'il y a des risques ou des précautions à prendre? Julien? Il y a déjà deux choses. Effectivement, le fait d'avoir son siège social chez soi, tout le monde sait où tu habites, donc n'importe qui peut te trouver. Et pour le coup, effectivement, en cas de dette ou autre, Ah ouais. Ah oui, quand, toc, toc. le bel huissier arrive. On retombe au divorce là, il y a attention. elle est déjà partie normalement. Elle est déjà partie. Là, c'est le stade d'après, il y a le divorce. Quand on il y a est le au compte stade après, du voilà. huissier, la femme elle est déjà partie. Voilà, il reste un moment, mais il y a les voisins quand même qui voient ça, Il est donc, déjà ouais, parti. c'est- On va avoir des problèmes. Il est déjà parti aussi, peut-être. C'est Bon, pas et que puis elle. effectivement, l'homme aussi, hein, si c'est la femme qui travaille, qui a des problèmes, le mec il se barre Non, nous on aussi. est hein. plus, on est dans le soutien, on est plus dans le... Ah, Non, la moi, belle je bande pars, de moi, machos, je les pars. mecs, hein, ouais, on est bien là. Donc Bon. ouais, c'est l'inconvénient, hormis le fait de dire il y a le pro et le perso qui sont mêlés. Là, pour le coup, effectivement, en cas de difficulté, c'est surmêlé parce qu'il y a l'environnement, il y a le voisinage, il y a tout le monde qui est au courant des grosses difficultés. On y voit un petit peu plus clair si on veut mettre sa société dans son habitation, mais rien ne vaut la question des gens. Et nous, on a répertorié quelques questions des internautes. J'aimerais vous les soumettre, les amis. Nicolas Dringis. Depuis le confinement, j'ai transformé ma cave en bureau. Ah bah dis donc. Cela va-t-il augmenter ma surface carrée à la revente? Christophe. Alors, non, une cave, ça reste une cave, même si elle est aménagée en bureau, c'est par définition, elle ne rentre pas dans la loi Carrez. Par contre, c'est vrai que c'est des surfaces supplémentaires qui sont intéressantes, qui sont assez recherchées par les gens, et le fait de l'avoir aménagée va apporter une valeur ajoutée lors de la revente. Pas forcément en termes de loi Carrez, mais on trouvera peut-être un Mais acheteur c'est plus un facile. sujet qu'on traitera, les caves, parce qu'il y avait eu un emballement là, sur les parkings, et maintenant on a une sorte d'Eldorado sur les caves pour du revenu locatif. Vous voyez ça un petit peu à Nîmes ou en région parisienne? Vous avez déjà des investisseurs qui font ça? Nous, en région parisienne, si tu veux, les investisseurs, si tu as un placard, ils foncent dessus, parce qu'on est très tendu. Après, les caves, ça reste une cave, c'est-à-dire qu'on ne peut pas louer une cave. Ouais. Si jamais on achète une cave, c'est vraiment pour faire du stockage.
stockage ou une utilité Oui. personnelle comme Oui, aménager mais un on peut bureau. la louer, effectivement, et ça fait un revenu locatif, un peu comme les parkings, qui peut être très intéressant. Oui, à condition de l'acheter à un prix intéressant, ce qui Bien sera sûr. moins le cas que sur les parkings. Ce qui est vraiment recherché chez nous en région parisienne, c'est plus les greniers qui peuvent être aménagés, puisqu'on peut là créer de la surface habitable, voire de la loi Carrez, et du coup mettre en location. En fait, le principe, ce qui est intéressant pour les investisseurs, c'est de prendre une surface brute, de la transformer et d'en faire quelque chose qui soit exploitable. C'est ça. Appelez le syndic avant de faire quoi que ce soit pour les Absolument. caves ou le Ah oui, grenier. absolument. J'aurais Toujours le syndic. Toujours le syndic. Le syndic. le méchant Grégory, syndic. il est à fond sur le syndic. Il est lui-même syndic, il rigole pas avec ça. Je connais les choses par cœur. Ah, Allons, on non, a mais fait un là, le appart. mec, il est à fond sur le sujet. Allez, on a hein. fait un quand même appart, on va rapport. vendre. Nous, une cave restera une cave. Parce qu'on a des prix au mètre carré qui sont 6 fois inférieurs à ceux de Paris et parce que c'est très humide et qu'il y a des inondations. Donc nous, aujourd'hui, une cave restera une cave, par exemple. Bon, alors les internautes sont toujours à l'honneur. Olivier de la Ciotat, il nous dit j'ai créé le siège de ma micro-entreprise chez moi. Que puis-je déduire de mes factures? Est-ce que tu peux faire un rappel? Tu as répondu tout à l'heure, mais qu'est-ce que je peux déduire précisément? En fait, tout ce qui va être imputable à son activité, ça va être Internet, l'électricité, télécommunications aussi là, l'eau et une partie du loyer, ou alors de se fixer un loyer lui-même s'il est propriétaire. C'est ça. Moi, ce que je propose, vous savez, Marie-Émilie est à Roquebrune-sur-Argence. Et ça, Belle cette région. petite ville qu'on a découvert dans Propriété à tout prix, nous a bien charmé. Elle a bien travaillé également sur la sélection des biens. Et c'est son moment maintenant. On regarde ça. Châtenay-Malabry, c'est du lourd. En tout cas, nous, on y est allés et on a adoré. À seulement 15 km de Paris, venez découvrir le pavillon Garnier. Plus d'infos sur ce bien, sur notre application, en appelant notre service de conciergerie au 01 76 502 502 ou sur le site patp.boni.fr. Roquebrune-sur-Argence, sur la Côte d'Azur. Vous savez, c'est la ville où on ne porte jamais d'écharpe, ni de mitaine, ni de manteau. La vie est belle à côté de Saint-Raphaël. Pas vrai, Marie-Émilie? Et bonjour! Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener de nouveau à Roquebrune-sur-Argence. Alors cette fois-ci, plus à l'intérieur des terres, au pied du célèbre et fameux rocher de Roquebrune-sur-Argence. Pour vous situer un petit peu, nous sommes à un quart d'heure des plages de Saint-Égulphe, à 2 minutes du lac de Roquebrune où vous avez une super base nautique, restaurants, commerce, médecins, écoles, vous avez tout dans un cercle de 3 km. 3 fois oui, Marie-Émilie. Dans le lot, une maison avec terrasse et vue panoramique sur le rocher de Roquebrune, mais on y reviendra. On commence par les 2 appartements en rez-de-chaussée. Un T2 avec terrasse et place de parking et un T3 avec 2 chambres, également terrasse et non pas une, mais 2 places de parking. Qui dit 3 logements, dit 3 points intéressants. Premier point, vous pouvez avoir une rentabilité intéressante. Deuxième point, vous pouvez faire un regroupement familial. Et enfin, troisième point, vous pouvez très bien diviser en copro et revendre logement par logement. Venons-en à la maison principale. Un beau bébé de 117 mètres carrés, avec son double séjour qui donne sur la terrasse et sa vue imprenable. Au rez-de-chaussée, une chambre avec son dressing et sa salle d'eau. Au premier étage, 2 chambres et une 2e salle de bain. Côté extérieur, végétation luxuriante, piscine, terrasse, pool house, four à pizza, barbecue, terrain de pétanque, un cabanon et un garage. En gros, il y a tout. Cette maison vous séduira par ses nombreuses prestations. Vous avez des panneaux photovoltaïques qui vous permettront de réduire vos factures. Vous avez de la clim dans toutes les pièces et une piscine dont le revêtement vient d'être refait qui est encore garanti pendant 10 ans. Sur ce, bonne journée à tous! Une maison et 2 appartements à Roquebrune-sur-Argence, ça vous dit? Marie-Émilie Lemaire vous a négocié cette exclusivité 3 en 1 au prix de 936 000 €. Alors, Marie-Émilie, un bien comme on les aime dans Propriété à tout prix, une maison plus 2 appartements. Alors, le conseil, quand on achète ce type de bien, Julien, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bien comme celui-là, où on a une maison où on peut habiter et puis 2 appartements? 2 choses. On peut soit récupérer du loyer, donc vraiment la maison, le passif devient un actif, donc c'est hyper intéressant, ça aide à payer des mensualités, voire plus, ou soit accueillir de la famille ou des amis, ou lier les deux avec des locations saisonnières pour avoir plus de flexibilité.
famille et en même temps rentrer un petit peu de loyer. Là, c'est un gros coup pour augmenter sa capacité d'endettement, ça, quand on a des revenus locatifs potentiels comme ça, Christophe. C'est de l'optimisation patrimoniale. Là, on est vraiment sur un bien qui permet, c'est un bien, plusieurs possibilités, donc c'est vraiment intéressant. Et dans une belle région en plus. Donc, c'est ça. En gros, si on a 500 ou 600 ou 700 euros de loyer par appartement, ça fait tout de suite 1500 euros de plus de revenus, donc ça augmente la capacité d'endettement d'autant en fait. En tout cas, ça aide à payer la mensualité du prêt qui va avec. Bon, alors, puisque tu parles, avec la casquette, Christophe, c'est le moment des coups de cœur. Vous le savez, grand casting de biens partout en France. Nos consultants reçoivent vos candidatures si vous vendez un bien. On regarde ça à la rédaction, on en sélectionne quelques-uns, le meilleur du meilleur. Et là, Christophe, là pour le coup, tu es venu avec 3 coups de cœur aujourd'hui. Le premier, toujours à Sèvres, un appartement de 70 mètres carrés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? On va voir les photos. En fait, à chaque fois je le dis, ce qui me plaît beaucoup dans la ville de Sèvres, c'est qu'on est vraiment sur plusieurs environnements différents. Donc on a une partie centre-ville proche de tous les commerces, commodités, etc. Ce qui est l'emplacement de ce 3 pièces. On est vraiment proche du centre. Très jolie cuisine. Dans une résidence récente. On a une place de parking, encore une fois, en centre-ville. C'est toujours une vraie valeur ajoutée. L'appartement est en très bon état et le prix est hyper cohérent puisqu'on a moins de 400 000 euros, à 395 000 exactement. D'accord. Un produit qui est un produit de tout venant en quelque sorte à Sèvres. Hein. Oui, là vraiment, je vous le présente en avant-première, mais c'est typiquement le genre de bien qui se vend facilement sur Sèvres et puis sur la région parisienne. Et encore plus dans Propriété à tout prix. Allez sur l'application Propriété à tout prix ou alors sur le site internet, sur le site de nos consultants. C'est devenu des stars sur internet maintenant. Il y en a qui étaient déjà très présents. Je crois que Julien était déjà une star. N'hésitez pas à faire un hashtag ou à une recherche sur les différents réseaux. Vous êtes tous les 3 maintenant extrêmement présents. Grégory? On essaye, oui. Ouais. On donne de la matière, oui. On donne de la matière. Justement, Grégory, une maison à Laval. Oui. Sélection du jour, une maison de 100 mètres carrés. C'est ça. Alors, plancher chauffant, basse consommation, un plein pied. C'est ça, plein pied. Non, je t'ai plus. Voilà, c'est ça, plein pied, construction de 2011, classé RT 2012 à l'époque, parce que c'est vrai que la réglementation thermique a évolué depuis. Saut 2012, quoi, en gros. Hein, c'est ça, voilà. Saut 2012. On est sur quelque chose de très économique. Pour donner une idée, donc on est sur un système de pompe à chaleur. Il va être sur un abonnement de tout chauffage pour chauffer les 100 mètres carrés, 80 euros par mois, tout électrique. Ouais. Donc c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Et ça correspond essentiellement à des retraités. En toute transparence, ou un jeune couple premier achat. Ouais. Est-ce que la bagnole floue, ça reste? Non, elle part malheureusement. Ah, elle part, d'accord, ok. Je suis pas sûr que ça soit une affaire d'ailleurs. Bon. Alors, attention, Grégory est très précis. 246 750 euros. Oui, il y avait 752, mais j'ai arrondi à 750. Ah voilà, c'est bien. Peur de te faire charrier. Oui, c'est ça. J'ai dit 750, ça passe, mais non, manifestement, c'est pas. Il est royal, le gars. Là, il respecte la réglementation à la lettre, ce qui est très bien. Un barème. D'accord. Le barème, c'est le barème. Bon, on verra ça un tout petit peu plus tard, où les négociations dans l'immobilier, c'est un sujet, en fait. C'est un vrai sujet, c'est une question que tout le monde se pose. Christophe, tu es venu avec un 70 mètres carrés, maintenant. Tu as quand même une chance extraordinaire. On a sélectionné un deuxième bien, un 78 mètres carrés, parce que effectivement, en ce moment, c'est vrai que ces surfaces-là, ça a le vent en poupe. Oui, là on est. Le premier était au centre-ville. Là, on est sur le deuxième aspect positif de Sèvres. On est en lisière de forêt, vraiment parfaitement au calme, sur un appartement qui est lumineux, 4 pièces. Avec des murs rouges, on est d'accord. Alors la décoration, évidemment, chacun personnalisera bien sûr, ensuite. Et voilà, 450 000 euros, c'est pareil que tout à l'heure, c'est des produits qui sont très demandés, des produits phares. Là, il y a eu un petit problème de lumière là, sur ta... C'est un effet ciel. Là, c'est quoi? T'as mis des spots 400 000 watts ou qu'est-ce qui s'est passé à la photo? Non, je vous dis, il est très lumineux, c'est le soleil. Ça, c'est vraiment le soleil pénètre complètement dans l'appartement. La porte du paradis, en fait. On est à Marrakech, là. Rouge et blanc, c'est Nîmes. On voyait quasiment plus les reliefs avec ton histoire, là. Non, mais il faut venir voir. Il faut venir voir sur place, c'est la meilleure solution. Bien sûr. Bon, on le rappelle, Sèvres, quand même, le petit poumon vert de l'ouest parisien, la manufacture de Sèvres, la forêt de Saint-Cloud, le BIPM, quelque chose de très agréable à vivre, Christophe. Oui, moi je trouve, j'ai vraiment choisi cette ville parce qu'on est
Boulogne étant le 21e arrondissement parisien, on peut le dire, on est de l'autre côté du pont, on est à proximité immédiate de Paris, dans le 16e. On a un musée de la céramique qui est mondialement connu. C'est une très très belle ville. Et comme je disais, on a un cœur de ville avec tout ce qu'il faut pour vivre proche des commodités, et on a une forêt d'un côté, la forêt de Meudon, et le parc de Saint-Cloud de l'autre. Vous ne pouvez pas vous empêcher les agents immobiliers. Commodité, sérieusement. On s'adapte à notre un petit challenge. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place de commodité, s'il te plaît? La commodité, c'est transport, commerce, école, etc. Donc c'est vrai qu'au lieu de lister l'ensemble des commodités, on dit commodité, c'est plus simple. Voilà. Mais c'est vrai que c'est l'ensemble des choses dont on a besoin au quotidien pour pouvoir vivre, déposer les enfants, acheter sa baguette de pain, faire les courses, moi, j'étais aller très travailler, très fort en début etc. d'émission en air trompette, mais là, toi, tu es très fort en air pipeau. En air pipeau, c'est pas de l'air, c'est du pipeau tout court, c'est ça? D'accord, bon, très bien. Grégory, beaucoup de chance aussi pour toi, puisque un deuxième bien, alors attention, là, il va falloir que tu nous donnes des détails. On est à Saint-Saturnin du Limay. C'est ça. Alors, c'est où ça? C'est quoi? C'est comment? C'est pourquoi? Alors c'est situé pour les Mayennais entre Caen et Renazé, donc on est en pleine campagne, sur 2,5 hectares de terrain. Alors c'est vrai qu'ici quand on dit 2,5 hectares de terrain, 20 500 mètres carrés. Alors c'est quoi un hectare? Un hectare c'est 10 000 mètres carrés, voilà c'est ça. Voilà. Et donc c'est combien sur combien? Oh, c'est magnifique. Une pause d'école, je sais plus. Voilà. Donc, voilà. 100 mètres sur 100 mètres. Mais moi je suis pas ministre. Bon, les rouges, regarde. 100 mètres sur 100 mètres. On voit les images. Donc là, c'est une magnifique propriété. Là, oui, c'est ça. C'est un bien, une ancienne ferme, si vous voulez, qui a été transformée avec les années. On va retrouver de plein pied toute la vie possible avec le grenier qui est aménageable, plus des dépendances. Ouais, le panier de basket, c'est obligatoire ou pas? Oui, chez nous, oui, on a une grande équipe. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est un produit qui est idéal pour les gens qui ont des chevaux. En Mayenne, on a beaucoup de chevaux. On est un département très hippique. Chevaux de course? Chevaux de course chez nous, oui. beaucoup. On a des très grosses écuries qui gagnent le prix de l'Amérique. Donc c'est un département où beaucoup de Mayennais ont des chevaux. Donc c'est des produits assez recherchés. Et là, dans la propriété qu'on a vue, j'ai vu qu'il y avait un grand bâtiment. Oui. On pourrait en faire des écuries ou c'est à usage d'habitation? Alors non, aujourd'hui, c'était des anciennes écuries. Et c'est vrai que pour les retransformer en habitation, il faut faire attention parce que la réglementation avec le milieu agricole est compliquée. Il faut faire un changement de destination pour avoir autorisation pour transformer ça en gîte ou en maison ou une maison supplémentaire. Donc là, c'est en écurie? Là, c'est en écurie. Aujourd'hui, c'est resté dépendance de l'époque. Ah oui, donc en fait, c'est pas si... Quand on a le bâti, moi j'avais ça en tête, quand on a le bâti, a priori, j'avais l'impression qu'on pouvait transformer un peu à loisir juste en déposant un permis de construire. C'est beaucoup plus compliqué. On est en France, Bruno. Effectivement, il faut des autorisations pour beaucoup de choses et c'est pareil, il faut savoir que, par exemple, là, vous avez 2,5 hectares de terrain. Chez nous, il y a le droit de préemption de la SAFER, c'est l'organisme agricole qui réglemente un peu les ventes des terres agricoles pour éviter que les agriculteurs se retrouvent avec moins de terrain à cultiver à l'avenir. D'accord, mais quand le bâti est existant comme ça, l'obtention d'un permis de construire, c'est quand même quasiment acquis, non? Ou pas toujours, non, parce qu'en fait, si je suis trop proche d'une ferme, je peux avoir un refus parce qu'effectivement, l'agriculteur à côté peut avoir des problèmes par la suite parce qu'il est trop près quand il fait un épandage ou sa structure professionnelle peut créer des nuisances. Et donc, pour éviter des soucis futurs, aujourd'hui, on a des refus des mairies pour les autorisations de rénovation pour éviter que l'agriculteur soit embêté par la suite. Ouais. Alors là, 272 900 €, ça fait quand même rêver les mecs. Là, on a une propriété de ce type. À quoi? À moins de 2 heures et demie de Paris, à peine? Maintenant, oui, c'est ça, même pas, 2 heures, parce qu'il y a 45 minutes pour venir à Laval et je suis plus qu'à 1h15 en TGV de Paris, donc ça se fait relativement bien. Bon, écoute, ça m'étonne pas qu'on ait sélectionné parce qu'effectivement, c'est un beau petit produit. Bon, bien se renseigner sur effectivement ce qu'on peut en faire au niveau des bâtis, des écuries, etc. Un petit conseil aussi, toujours pareil, la campagne par rapport à la ville. Il y a des contrôles d'assainissement à faire sur les fosses septiques. Vous devez connaître ça aussi par rapport au tout à l'égout. Donc bien vérifier que ça soit aux normes. Mais 99 fois sur 100, c'est pas aux normes. C'est pas aux normes. Donc voilà. un petit budget pour mettre tout ça aux normes. C'est ça. De la très belle pierre. Alors Christophe, on reste un petit peu dans le même type de choses, puisque toi tu nous proposes, et ça nous a bien intéressé parce qu'on n'en a pas souvent dans l'émission, donc un terrain constructible à Sèvres. Alors là, on est sur un produit exceptionnel dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est rare, c'est très intéressant. En fait, on est sur initialement une maison de maître avec plus de 2000 m² de terrain et on a découpé 776 m². Sur ces 776 m², on a déposé, obtenu et purgé un permis de construire pour 2 maisons de 180 m² chacune. C'est-à-dire concrètement que dans 3 mois, on peut signer la vente définitive et commencer à construire immédiatement.
En gros, dans un an, vous pouvez être chez vous dans votre nouvelle habitation. Ah oui. Et là, la configuration du permis, ce qui le rend intéressant, c'est qu'on s'adresse autant à un marchand de biens qui veut acheter, construire, revendre, qu'à deux couples d'amis, deux familles qui veulent acheter ensemble, construire chacun leur maison, ou quelqu'un qui achète, construit sa maison, loue l'autre. Etc. Ça rappelle un peu le bien que nous a présenté tout à l'heure ma consoeur à Roquebrune. Donc c'est vraiment plusieurs possibilités. C'est un sujet, c'est un beau sujet de construction, un beau projet de vie en fait. Voilà, et c'est très rare les terrains sur Sèvres. Là, on est en plus à proximité de toutes les commodités. Ah, encore les commodités, on est d'accord. Là, on est toutes les commodités, là. Bon, très bien. Donc, non, c'est très bien situé et voilà, très intéressant. Bon, alors, avec un terrain, on n'aura pas besoin de visiter, mais il y a un sujet qui préoccupe un peu tout le monde, en particulier les professionnels, c'est les visites inutiles, c'est les touristes qui sont des acquéreurs et qui viennent en quelque sorte le dimanche vous demander de faire des visites. Tu voulais un peu prendre la parole là-dessus, Christophe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui, globalement, intéresse tout le monde, les professionnels, c'est sûr, mais pas que, ça devrait aussi intéresser les particuliers. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est agent immobilier, on n'est pas porte-clés. C'est-à-dire que le principe, c'est pas d'emmener des gens en visite. Ça, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire des découvertes de projets de clients et de mettre en face des biens qui correspondent. Donc, on est déjà sur un beau porte-clés avec toi, quand même. Hein. Oui. Alors, Venir un dimanche faire une visite, ça m'a jamais posé de problème. Je pense que mes confrères non plus. Si, effectivement, l'acquéreur est en recherche active, a un vrai projet, connaît son financement et que le bien sur lequel on l'emmène correspond. Voilà. Mais au-delà de, je dirais, vous faire perdre du temps en tant que professionnel, ce qui est bon un peu le lot quotidien de la relation client, est-ce que effectivement celui qui visite ne perd pas aussi son temps à faire ça ? Alors si j'ai sous-entendu que le problème c'était de nous faire perdre du temps, je m'en excuse. C'était pas du tout l'idée. C'est de perdre du temps à l'acquéreur, puisque de toute manière il n'est pas acheteur. Et à notre vendeur, puisque l'objectif du vendeur, il nous a confié à nous la commercialisation de son bien, c'est de ne lui amener pas des visiteurs, mais des acheteurs. Et un acheteur, encore plus aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît et maîtrise son financement. Ça, c'est la première des choses. Et puis, qui Est-ce que vous l'aidez là-dessus, justement quand vous êtes consultant officiel, enfin, vous faites partie des meilleurs de France, donc je suppose que ça fait partie intégrante de votre parcours avec le client. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller, je dirais, à un acheteur potentiel pour réussir son achat rapidement, sans faire des visites outre mesure ? J'entendais, et on a tous entendu d'ailleurs, des gens qui avaient visité 250 biens et qui n'avaient toujours pas acheté. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Alors, ça dépend. S'ils ont visité 250 biens et qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, pourquoi pas ? Moi, ce que je leur dis surtout, c'est d'être prêt. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché d'opportunités. Pour saisir une opportunité, il faut être prêt à acheter. Et pour être prêt à acheter, il faut connaître son financement. Donc, effectivement, nous... Toi, c'est le pognon. Il n'y a que ça, là. Mais moi, c'est pas le pognon. Moi, c'est la sécurité pour mon vendeur. C'est ça. Et systématiquement, on recommande un courtier. C'est-à-dire que pour faire avancer un projet, il faut que le courtier ait étudié. Encore plus en ce moment, avec des taux bancaires qui remontent, avec des difficultés à obtenir les financements, etc. Donc oui, c'est important de comprendre que si on emmène quelqu'un en visite, dans son intérêt à lui, dans l'intérêt de notre vendeur, et effectivement dans le nôtre, c'est quelqu'un qui a défini son projet et son financement. Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a jamais tellement de visites inutiles, parce que c'est vrai que souvent le client a besoin de voir d'autres choses. L'acquéreur, effectivement, il peut partir sur une idée de projet et dans le cours de sa recherche changer un petit peu son fusil d'épaule. Et finalement, tout bêtement, au début, ils veulent un pavillon et on finit par leur vendre un appartement parce qu'au bout de 25 ou 30 visites, ils se sont rendus compte que finalement, ils n'obtiendraient jamais ce qu'ils voudraient. Et, ça les résonne en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Ils finissent par se rabattre sur quelque chose. D'autres parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est un cheminement. Exactement. Il faut les accompagner. Effectivement, après, il y a le touriste, où là, on le cadre et on se rend compte parfois en disant que plus ça n'aboutira pas parce que dans le financement, il visite toujours au-dessus de ce qu'il peut avoir réellement comme budget. Au début, moi j'aimais bien l'haussmanien. Voilà. Finalement, j'ai fini sur une péniche quand même. Voilà. Mais le rôle, nous, c'est vraiment le rôle de la découverte de l'acheteur. Voilà, c'est primordial. En fait, on passe par une découverte, on va poser un maximum de questions, et ça, c'est une obligation si on n'en est pas professionnel. Et après, on peut aussi passer par une étape intermédiaire, c'est la visite virtuelle. Nous, notre process, c'est on donne un droit à la visite à nos acheteurs, parce qu'on a engagé auprès de vendeurs à savoir qui, quand, comment on amène. Donc, une découverte d'au moins 15 minutes, une visite virtuelle, et après, on visite.
C'est ça. Ce qui permet de faire perdre du temps à personne, notamment aux vendeurs. Une dernière chose, Christophe. Rapidement, effectivement. Non, ce qui est important pour les professionnels, c'est que si quelqu'un nous appelle en disant j'ai vu ça, je veux visiter samedi à 14h, et que l'agent immobilier vous dit on y va, fuyez. Ah voilà, fuyez. Ah, t'as été pas mal. T'avais dit un mot, t'en as dit 24, mais on est quand même pas mal. Les amis, c'était une très très belle émission, plein de bons conseils, des très belles exclusivités comme à notre habitude. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission. Avec plaisir. De nouveaux conseils. On regarde la caméra juste ici et on dit au revoir. Ciao. Ciao.